Bonjour à tous, bienvenue sur cette conférence en ligne sur LinkedIn, sur Facebook. Je m'adresse aujourd'hui à tous les chefs d'entreprise, tous les managers, tous les cadres et même tous les autres salariés qui se sentent concernés par le fait d'être fatigués, je dirais même épuisés. Alors, on est à cette veille de vacances et certains pourraient penser que l'épuisement, c'est quelque chose de tout à fait normal. On verra que oui, c'est possible. Ça peut être une petite fatigue liée à une accumulation de charges de travail ponctuelle. Mais si la fatigue pour vous est chronique, si l'épuisement il est plus profond que ça, alors vous êtes au bon endroit. On va s'en parler aujourd'hui et on va voir si par hasard vous ne seriez pas une personnalité qui a des traits de caractère de type contrôlant, ce qui expliquerait votre épuisement régulier. Alors bonjour à tous, bienvenue. Je suis Nicolas Dessène, je suis coach de chef d'entreprise et de manager. Nous sommes sur LinkedIn et sur Facebook en direct. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous me captez bien, si le son et la vidéo sont OK pour vous. N'hésitez pas à me dire également d'où vous venez, de quelle région, quel est votre secteur d'activité, quel est votre job, quel est votre poste. Voilà, faites-moi un petit coucou, ça me permet de savoir un petit peu qui est là, quel genre de profil, et ça me permet d'adapter un petit peu mon discours et de mieux cibler mes exemples et mes explications. Puis je me sentirai aussi un petit peu moins tout seul pour cette dernière conférence, ce dernier live de la saison. J'ai plaisir à vous retrouver pour parler, je le disais, d'épuisement et d'hyper-contrôle. Alors, en attendant que vous puissiez me dire dans les commentaires qui vous êtes, d'où vous venez, vous n'êtes pas obligé de révéler des secrets, bien sûr. Hein, vous me dites juste, je suis de tel secteur d'activité, je viens de la Normandie, je viens d'ailleurs, de Belgique, de Suisse, d'où vous voulez. Pour ceux qui vont regarder en replay, vous pouvez aussi mettre des petits commentaires et des petites interactions, c'est tout aussi intéressant. Et donc, je voulais expliciter avant tout un petit peu la promesse de ce jour. La promesse de ce jour, c'est de décrypter les personnalités dites contrôlantes. Alors, à ce stade, vous ne savez peut-être pas si vous êtes de ce type de personnalité-là ou pas, mais je vais prendre le temps de vous expliquer les différentes personnalités qu'on rencontre, notamment dans le cadre du travail, et puis de décoder un petit peu les mécanismes avec vous et de voir quels sont les impacts sur votre façon de travailler, sur votre façon de manager et surtout sur votre fatigue propre. En quelques mots, pour démarrer cette séance de présentation, en attendant que vous osiez vous lancer dans le chat, en quelques mots, mon parcours, j'ai passé 22 ans dans l'industrie automobile. J'y ai appris beaucoup de choses. J'ai fait notamment beaucoup de management sur des différentes tailles d'équipes, des grosses équipes, des plus petites équipes, en production, en maintenance beaucoup. Notamment, j'étais patron d'une fonderie et puis l'histoire a changé de chemin. Un jour, moi aussi, j'ai connu un épisode de grande fatigue, d'épuisement, on peut dire de burn-out, qui m'a amené à me remettre en question sur ma façon d'être, sur ma façon de faire, sur ma façon de travailler. C'était pour moi l'occasion de me dire, c'est maintenant ou jamais qu'il faut changer. Changer de façon d'être, changer de job. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi un autre chemin et je suis devenu coach. Je me suis formé à l'école du prestigieux David Laroche. Je suis très très fier de ça. Et puis voilà, j'ai rejoint mon épouse dans la société qu'elle avait montée, qu'elle avait démarrée. Et les valeurs que nous partageons avec Mélanie, elles sont là à l'écran. Ce sont des valeurs d'authenticité, pardon, de partage, de co-construction avec les gens qu'on accompagne, avec les personnes que nous coachons, pour emmener ces chefs d'entreprise, ces managers, ces salariés à réaliser leurs rêves, à atteindre leurs objectifs et en trouvant la solution qui est cachée en eux, qu'ils ignoraient jusque-là, mais on a beaucoup de plaisir à leur faire découvrir cette solution qu'ils avaient en eux. Alors, si vous posez la question, qu'est-ce que je fais là dans cette conférence en ligne? Je vous rassure, on ne va pas se parler de management avec des gros mots et des choses très compliquées. On va être très centré sur la personnalité du manager et du dirigeant, sur vos traits de caractère. Je vais vous parler de vous aujourd'hui pour cette dernière. Et vous êtes au bon endroit si vous trouvez que vous manquez un peu de confiance dans vos collaborateurs, dans ceux qui vous entourent, et que vous éprouvez le besoin de contrôler en permanence le travail qu'ils exécutent. Si vous avez l'impression que les décisions ne se prennent pas sans vous, en tout cas pas les bonnes, si vous avez l'impression de ne pas disposer autour de vous des compétences requises, si vous avez tendance à laisser éclater votre colère au travail face à votre équipe, justement, dans le cas où vous mettez le nez
dans un dossier, vous découvrez des erreurs. Si vous avez l'impression que tout repose sur vos épaules, si vous avez l'impression d'être le maillon essentiel de l'entreprise et que sans vous, rien ne fonctionne, si vous avez l'impression que vos journées de travail ne sont qu'une succession de tâches qui s'enchaînent sans jamais s'arrêter, sans jamais en voir le bout et sans vous laisser l'opportunité de prendre du recul, et enfin, si vous êtes épuisé par ces longues journées et surtout que vous avez l'impression que ça ne changera jamais, vous êtes au bon endroit. Justement, aujourd'hui, vous allez voir qu'on peut changer les choses. Alors, pour vous laisser le temps d'interagir aussi avec moi, je vais vous poser cette question. Comment vous sentez-vous à la veille des congés? Beaucoup, je vous le disais en introduction, peuvent se sentir fatigués par une charge de travail, souvent sur le mois de juillet, qui est supérieure à la normale parce qu'une partie du personnel est en congé, parce qu'il faut boucler toutes les dernières commandes, tous les chantiers avant la coupure estivale. Donc souvent, il y a une augmentation de la charge de travail, une diminution des bras pour la faire, et souvent, on peut avoir cette surcharge individuelle de travail qui va expliquer le petit coup de fatigue. C'est pas tellement à ça à quoi je fais référence quand je vous parle de, si je vous demande comment vous vous sentez, c'est est-ce que finalement la fatigue que vous allez sentir en ce moment n'est pas le résultat d'une accumulation sur l'ensemble de l'année, et si elle n'est pas liée à votre façon de travailler et sur votre personnalité. Alors, je vous pose la question, on a une petite échelle à quatre niveaux, elle est très facile, vous voyez, ça va du vert au rouge, et même dès le niveau de vert, on a vu que, vous pouvez voir on a cité déjà le fait d'être fatigué, d'avoir des doutes, un peu de stress. On parle de stress ponctuel, passager, de doutes, voilà, qui arrivent comme ça et qu'on résout par la suite. Et on considère que c'est un niveau vert finalement pour des gens qui sont à des postes de responsabilité, chef d'entreprise, manager, parce que ça fait partie de leur vie, et il serait assez illusoire de penser qu'on peut être responsable d'une entreprise, d'une grosse équipe, et n'avoir aucun problème, aucun souci, aucun tracas, aucune fatigue. C'est juste la normalité dès l'instant où ça passe et qu'on se laisse l'opportunité de récupérer derrière. Si vous êtes au stade d'après, vous pouvez sentir une certaine irritabilité, vous sentir agacé, on dit avoir les nerfs à fleur de peau. Ça, c'est déjà un signe que vous n'êtes plus tout à fait dans le vert. Si en plus de ça, vous commencez à avoir une humeur qui baisse, vous sentez de la tristesse, vous sentez que vous n'avez pas envie d'être en relation avec les gens autant qu'avant, si voire vous allez commencer à réfléchir à prendre des médicaments pour passer ce petit épisode un peu dépressif ou dépressif, pardon, ou de fatigue, alors vous êtes déjà à un stade assez avancé. Vous voyez le niveau d'alerte, le niveau rouge, c'est là lorsqu'on a plus l'envie, lorsqu'on a perdu le sens, voire lorsqu'on perd le sommeil. Là, c'est niveau d'alerte rouge. Alors, cette petite échelle vous permet, en mettant des mots simples sur ce que vous ressentez, sur comment vous jaugez vous-même, ça vous permet voilà, de vous situer sur cette échelle, sur l'un des quatre niveaux. Alors, on va aborder, une fois qu'on a fait un petit peu cette évaluation, alors n'hésitez pas, hein, pour ceux qui sont, je ne sais pas si je vois tous les commentaires sur tous les canaux en parallèle, je ne crois pas. Mais en tout cas, si vous êtes jaugé et que vous voulez le partager, n'hésitez pas à le faire. Il n'y a pas de jugement dans tout ce qui est dit, dans tout ce qui sera dit aujourd'hui, partagé. On est là entre nous pour tout se dire et avancer ensemble. Alors, je voulais vous parler des personnalités. Je vous ai dit, il y a une personnalité qui sera le centre de cette présentation du jour, ce sont les contrôlants, mais je voulais balayer de manière un peu plus large pour vous donner un peu le panorama, les différents types de personnalités qu'on peut croiser. Vous avez, et je terminerai par les contrôlants. On va commencer par les fuyants. Les fuyants, c'est quoi? Alors, il n'y a pas de jugement, encore une fois, dans les mots qui sont mis sur ces catégories, hein. Il n'y a rien de dénigrant. C'est pour donner un trait de caractère reconnaissable, pour qu'on puisse partager un peu le même vocabulaire, mais bien évidemment, il n'y a rien de négatif, il n'y a rien d'insultant dans ces connotations. Le fuyant, c'est une personne qui va se sentir rejetée pour ce qu'elle est. C'est une personne qui va manquer de légitimité dans ce qu'elle entreprend, c'est dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait. C'est une personne qui va avoir tendance à fuir les situations conflictuelles, à fuir les situations dans lesquelles elle doit trancher ou en tout cas donner son avis. Donc ce sont des gens, on a un peu de mal à savoir ce qu'ils pensent. Ce sont plutôt des gens qui sont plutôt réservés, souvent un peu dans la lune, un peu dans leur monde, hein. La fuite il y a un second sens, hein, derrière. Quand on dit on fuit, voilà, on fuit dans un monde un peu protégé, un peu imaginaire qui
Le dépendant, de l'autre côté de ce graphique, les dépendants sont des personnes qui ont besoin de relations permanentes avec les autres, qui ne peuvent pas se sentir seules, qui se sentent mal, en tout cas lorsqu'elles sont seules, elles ont besoin de sentir du soutien, elles ont besoin de sentir qu'on est là pour elles, elles sont en difficulté à faire des choses seules, ou en tout cas à décider seules. Ce sont des personnes qui peuvent, à l'extrême, un peu dramatiser les situations pour essayer d'attirer l'attention à elles, pas dans l'objectif de monopoliser l'attention, mais de se sentir soutenus. Ce sont des gens qui ont du mal à accepter le refus, qui vont se juger pas assez importants aux yeux des autres, qui vont avoir peur de l'autorité. Si on se parle un petit peu des masochistes, les masochistes sont des gens qui aiment finalement souffrir un petit peu à la place des autres. Ce sont des gens qui ont fréquemment honte d'eux-mêmes, ou qui ont honte pour les autres, ou qui ont peur de faire honte dans telle ou telle situation. Ce sont des gens qui vont se blâmer avant même que les autres l'aient fait. Ce sont des gens qui vont prendre un peu le rôle de bouc émissaire, prendre la faute sur eux. Ce sont des gens qui vont prendre un peu tous les problèmes de leur entourage sur leurs épaules. Ce sont des gens qui ne sont pas du tout à l'écoute de leurs besoins et qui croient qu'ils peuvent avoir moins de cœur que les autres, alors qu'en fait, c'est pas vrai, mais en tout cas, c'est leur croyance, et qui vont se punir eux-mêmes en croyant punir les autres. Alors, ce sont les personnalités qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, qu'on rencontre aussi au travail, dans nos équipes. Vous avez probablement des gens autour de vous qui sont comme ça, voire vous-même, vous êtes comme ça. C'est pas incompatible avec les jobs que vous faites. Les rigides, eux, sont des gens qui cherchent la justice et la justesse en permanence. Ce sont des gens qui sont perfectionnistes, qui vont se couper de leurs émotions. Je ne veux pas dire qu'ils ne ressentent rien, loin de là, ça peut être des gens très sensibles parfois, mais en tout cas qui vont se couper de ce ressenti. Ce sont des gens qui sont convaincus qu'on les aime plus pour ce qu'ils font que pour eux-mêmes. Ce sont des gens qui sont très performants, très travailleurs, qui courent tout le temps après tout pour que tout soit parfait, qui vont être très exigeants avec eux-mêmes, avec les autres, et qui vont même s'épuiser à la tâche dans ce cadre-là. Alors, ça pourrait faire l'objet d'une conférence raccord avec le thème du jour, mais je vais la laisser de côté, les rigides, pour aujourd'hui. On va se focaliser sur les contrôlants. Les contrôlants sont ceux qui éprouvent ce besoin en permanence de contrôler tout ce qui se passe autour d'eux, de tout prévoir, tout maîtriser, qui sont inquiets s'ils ne maîtrisent pas. Ce sont des gens qui fuient toutes les tentatives ou les opportunités de trahison, bien sûr. Ce sont des gens qui vont veiller à ce que vous respectiez vos engagements et qui vont avant tout respecter les leurs. Je reviendrai plus en détail sur ces personnalités-là, mais c'est de celles-ci dont on va parler aujourd'hui. Alors, d'où ça vient tout cela? Il n'y a pas de hasard. On est fait comme on grandit. Tout petit, ça commence tout petit, ça se poursuit dans l'enfance, dans la petite enfance, dans la préadolescence, dans l'adolescence. Mais ça commence très tôt dans la vie, lorsque notre cerveau est tout frais, en train de se construire, et qu'il y a des situations qui nous marquent, qui nous échappent, qu'on ne comprend pas, on ne comprend pas le sens, et on va en garder une expérience assez marquante qui va orienter notre personnalité. Ça peut être des expériences qui n'arrivent qu'une fois, très émotionnelles. Ça peut être des expériences moins émotionnelles, moins fortes, mais répétées, des messages répétés, des situations de la vie de tous les jours qu'on vit avec nos parents, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos amis, etc., des enseignants, et qui vont façonner notre personnalité. Alors, ce qui va déclencher les personnalités de type fuyant, c'est des situations de rejet, dans lesquelles on ne se sent pas accepté tel que l'on est. Ce qui va générer des profils dépendants, c'est des situations d'abandon, où on se sent coupé du parent auquel on tient. Ça ne veut pas dire qu'on s'en sent coupé définitivement parce que la vie nous a séparés. Ça peut être une situation qui dure quelques minutes. Un enfant qu'on oublie à l'école, un enfant qu'on laisse dans une salle d'attente chez un médecin ou à l'hôpital. Ça peut être des moments très courts, mais très marquants à l'échelle de ce que l'enfant est capable de réaliser et d'accepter et de comprendre. Les masochistes, eux, sont des personnes qui ont vécu des situations d'humiliation à l'école, dans la famille. Les rigides ont pour origine des situations d'injustice. Je vous disais tout à l'heure, les rigides, ils veulent être justes. Ils recherchent la justice et la justesse en permanence, mais c'est justement parce qu'ils ont vécu le contraire une fois qu'ils ne veulent pas le revivre et que toute leur vie, ils vont mettre ce cadre pour essayer d'être le plus juste possible avec tout le monde en toute situation. Les contrôlants, je vous l'ai dit tout à l'heure, ont vécu des situations de trahison et c'est ça qu'ils redoutent, c'est ça qu'ils fuient. Et pour se prémunir des trahisons, et trahison là aussi, on ne se parle pas
de secrets d'État qu'on aurait vendus à l'ennemi, hein. Une trahison, c'est tout simplement un parent qui n'a pas tenu ses engagements, un parent qui ne nous a pas soutenus au moment où on aurait eu besoin. Ça peut être des choses très simples, mais on va se sentir trahi, on va avoir l'impression que cette personne n'a pas tenu son rôle, n'a pas tenu ses engagements. Et c'est là où on crée cette mauvaise expérience de trahison qui va nous marquer et orienter notre personnalité. Alors, bien entendu, le monde n'est pas aussi simple que ça. Le monde est complexe et on ne peut pas résumer la population à 5 cases exclusives. Donc, forcément, on est fait d'un peu tout ça. Tout le monde expérimente un petit peu toutes ces blessures, un petit peu toutes ces expériences de vie. Et c'est ça qui forge notre personnalité. Et ce qui fait qu'on n'est pas tous pareils, c'est qu'on va aller chercher des composantes un petit peu différentes les uns des autres. Vous êtes un rassemblement, vous voyez, on l'a représenté ici avec un petit cercle, une espèce de synthèse de tout ça, de tout votre vécu, à des degrés divers. Maintenant, on a tous un trait de caractère qui est dominant, qui est le plus fort, le plus marqué, et c'est celui-ci qui va orienter notre personnalité. Et puis au fil de notre maturité, lorsqu'on grandit, il y a des choses avec lesquelles on devient plus à l'aise, des choses qu'on soigne, des choses qu'on arrive à mieux appréhender, on arrive à les accepter, à passer outre. Et donc, vous avez un trait de caractère qui va un peu s'effacer, un peu disparaître, et qui fera ressortir le suivant, le second, ce qui vous amènera à travailler encore sur vous. Le travail n'est jamais fini. Parlons-nous aujourd'hui des contrôlants, et je vais vous poser la question, avec ce que je viens de vous dire assez rapidement, certes. Bonjour Fatimata, bienvenue. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans un de ces profils et est-ce que vous auriez coché quelques cases dans la liste des contrôlants? Si ce n'est pas encore le cas, je vais revenir plus en détail sur cette personnalité-là, mais déjà, vous pouvez vous dire, tiens, je me suis reconnu dans telle description, dans telle situation, j'ai l'impression de réagir selon ce schéma-là. Ça vous permet déjà d'avancer dans la réflexion sur vous-même. Alors, si vous le voulez bien, on va enchaîner. Euh, voilà, vous êtes-vous reconnu, et en particulier les contrôlants. Alors, le contrôlant, je vous disais, c'est une personne qui a vécu une expérience de trahison. Trahison, comme je viens de l'expliquer, une personne de son entourage très proche qui n'aurait pas tenu ses engagements, qui lui aurait fait faux goût. Et le contrôlant veut s'en prémunir absolument à l'avenir, il ne veut pas revivre cette situation traumatisante, entre guillemets. Et du même coup, ça va lui donner des traits de caractère qui sont communs à toutes les personnes qui ont vécu ces situations et qu'on peut reconnaître. Le premier étant finalement des personnes qui savent décider très vite, hein. Ce sont des gens, les contrôlants, qui très vite vont prendre la main sur une situation justement pour essayer de prévoir les choses et ne pas laisser de place à l'inconnu. Et donc, ce sont des décideurs, ce sont des fonceurs, et en cela, j'ai envie de dire que c'est une belle qualité pour être chef d'entreprise ou pour être manager. Donc, ce sont des gens qui ne vont pas mettre des jours et des jours à décider. Ce sont des gens qui, pour le coup, vont adopter une posture plutôt virile, hein, qu'ils soient hommes ou femmes, ils vont adopter une posture plutôt assurée, un regard franc, un regard intense, parce que le message qu'ils envoient à l'ensemble de leur entourage, c'est « je suis fort, je suis fiable, vous pouvez me faire confiance, j'assume mes responsabilités ». Comme les rigides, ce sont des gens qui sont très exigeants avec eux-mêmes et très exigeants envers les autres. Ce qui, dit comme ça aussi, n'est pas un problème, voire est une qualité pour être responsable d'une équipe et manager une équipe ou diriger une entreprise. Et ce sont des gens qui veulent en permanence, en toute situation, vouloir prouver leur capacité, là aussi pour envoyer le message qu'ils sont responsables. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un challenge qui se présente, ce sont des gens qui vont en tout cas trancher et vouloir réussir. Ce sont des gens pour qui la perfection n'existe pas. Je reprends là les mots d'une personne que j'ai accompagnée l'an dernier, une personne que j'aime beaucoup, et qui avait cette phrase qu'il répétait tout le temps, la perfection n'existe pas. C'est comme ça qu'il a été éduqué par ses parents tout petit, dans un esprit en permanence de compétition, quel que soit le résultat atteint. Voilà, son père lui disait, tu peux toujours faire mieux, même si tu es premier, tu peux faire premier en allant encore plus vite, tu peux toujours faire mieux. Et du même coup, ça a drivé toute sa vie perso, ça a drivé toute sa vie professionnelle, et c'est comme ça qu'il agit aujourd'hui, qu'il agissait en tout cas, jusqu'il n'y a pas si longtemps avec son équipe, toujours vouloir voir plus loin. Alors vous allez me dire,
Là encore, pour un chef d'entreprise, c'est pas mal parce que ça donne le goût permanent du challenge, ça invite à aller toujours plus loin et de ne pas se contenter de la situation qui existe. Mais il faut comprendre que pour l'équipe qui est autour, à un moment donné, c'est aussi un petit peu démoralisant. C'est-à-dire, quels que soient les efforts faits, quel que soit le résultat atteint, finalement, on a un patron qui va toujours considérer qu'on aurait pu mieux faire et qui ne saura pas se satisfaire de ce qu'on a. Et ça, on va le voir en détail juste après. Alors, en quoi être hyper contrôlant, être contrôlant à l'excès conduit à l'épuisement? On va voir les premiers impacts tout de suite. Mais je voulais aussi préciser une chose, c'est-à-dire que quand je vous dis que ce sont des personnes qui sont fiables, qui prennent des décisions vite, qui n'hésitent pas à décider, qui savent donner des objectifs et être très exigeants avec eux-mêmes, avec les autres, j'ai envie de dire qu'à dose raisonnable, à dose modérée, c'est absolument pas un problème. C'est même des qualités qu'on cherche quand on veut monter une équipe, quand on veut monter une entreprise. Donc, c'est absolument pas un problème. Là où ça devient problématique, c'est lorsque ça devient l'unique mode de fonctionnement et lorsque ça conditionne toutes les réactions et des réactions à l'excès. Hein, et c'est pour ça que je parle d'hyper-contrôle. Et vous voyez à l'exemple à l'écran en ce moment, je vais vous parler d'épuisement. Une personne qui veut tout prévoir, tout contrôler, et ça c'est du vécu, hein, je l'ai déjà observé, elle va en permanence repasser derrière les autres. Une personne peut avoir, par exemple, des agents administratifs qui font de la saisie, qui font de la facturation, par exemple. Ils ne vont pas pouvoir s'empêcher de repasser derrière eux le soir, aller vérifier dans le logiciel, sur leur PC, dans leurs documents, qu'ils n'ont pas oubliés, qu'ils ne se sont pas trompés, etc., etc. Donc, ils vont éplucher le travail de toute leur équipe. Je vous parle d'agents administratifs, mais ils font ça avec tout le monde, avec les commerciaux, avec la production, avec les responsables qualité, avec les opérationnels. Forcément, c'est des gens qui font 2 journées de travail en une. La personne que je vous citais tout à l'heure, que j'ai accompagnée, c'est exactement ça. Dans l'entreprise dont elle avait la charge, hein, un patron, travaillait de 6 heures du matin à 21 heures, toute l'année. Pas seulement au mois de juillet, mais toute l'année. Parce qu'il faisait tout en doublon. Donc forcément, c'est un facteur évident d'épuisement. Ce sont aussi des gens qui vont auto-alimenter leur méfiance, hein, parce que plus on cherche des erreurs, plus on en trouve. Je veux dire, c'est juste humain dans une entreprise, quelle qu'elle soit, il peut toujours y avoir des petites erreurs de saisie, des petites erreurs d'exécution, des choses imparfaites, des décisions qu'on a prises qui n'étaient peut-être pas tout à fait la bonne. Et donc, à chaque fois qu'ils mettent le doigt dessus, ils se rassurent en disant « j'ai bien fait de contrôler ». Puisqu'il y avait des erreurs, j'ai bien fait de le voir. Et donc, ça va renforcer leur appétence à vouloir contrôler le jour suivant. Et ça va renforcer encore leur envie de toujours en savoir plus et toujours plus dans le détail. Donc, ils vont auto-s'alimenter. C'est terrible parce que du coup, ils vont encore surenchérir sur leur charge de travail. Et l'autre conséquence, c'est que lorsque le salarié, lui, il voit ce patron qui en permanence contrôle et recontrôle, à un moment donné, ils vont aussi se décharger de leurs responsabilités en se disant bon, bah, de toute façon, quoi que je fasse, déjà, le patron, il ne sera pas content, et 2, il revérifiera. Donc, ça ne sert à rien que j'y mette beaucoup d'énergie. Donc, du même coup, leur attention et leur vigilance baissent, et probablement qu'ils vont continuer à faire de temps en temps des petites erreurs qui vont poursuivre cette espèce de boucle infernale dans laquelle le patron de hyper contrôlant s'est lui-même plongé. Donc, voilà, premier impact évident, l'épuisement. Deuxième impact, la motivation de l'équipe. Je vous le disais, une équipe dont le patron n'est jamais satisfait, vient revérifier derrière, quelle va être leur véritable motivation, elle ne va pas durer longtemps. Le patron contrôlant, il est contrôlant sur le résultat, mais aussi sur la façon de l'obtenir. C'est-à-dire qu'il attend de ses salariés qu'ils fassent les choses d'une certaine manière, qu'ils fassent comme lui. Donc, ça veut dire qu'il ne laisse pas de liberté sur le comment faire. Ça veut dire très peu d'autonomie de décision de la part des salariés. Ils n'ont pas un dossier qu'on leur amène, ils doivent jauger, identifier les problèmes et prendre les bonnes décisions. Ils deviennent de simples exécutants d'une méthode imposée par le patron. Ils n'ont aucune latitude sur le comment faire. Le comment faire, lorsqu'on peut commencer à jouer sur différentes façons de travailler, amener des idées, des améliorations, c'est une grande source d'implication et de motivation, de créativité. Lorsqu'on se coupe de ça, on rentre dans un travail qui est particulièrement fade parce que purement répétitif, avec finalement à la clé peu d'engagement de l'équipe, peu d'implication. Donc, le contrôlant prend toute la place au détriment et pompe un petit peu l'espace disponible pour que la créativité, l'innovation et en tout cas la prise d'initiative de ses collaborateurs puissent s'exprimer.
Le point numéro 3, c'est des gens qui décident et agissent rapidement, ce qui est une très bonne chose. L'inconvénient, c'est ce qu'ils en attendent autant des autres. Or, les autres ne sont pas patrons, ne sont pas responsables d'équipe, n'ont pas la même expérience, n'ont pas la même facilité à trancher, ont besoin de plus de temps. Mais du même coup, notre patron contrôlant, notre patronne contrôlante va trouver qu'ils mettent trop de temps et donc ils vont finir par le faire eux-mêmes. Ils vont donc avoir également du mal à déléguer. Cette impatience fait qu'ils ne vont pas prendre le temps de transmettre. Parce que pour déléguer une tâche à un de ses collaborateurs, il faut prendre le temps de lui montrer, de lui expliquer. Il faut accepter que la première fois qu'il va le faire ou les premières fois qu'il va le faire plus lentement, avec moins de rapidité. Il aura peut-être besoin de recommencer, de prendre de l'habitude avant de prendre de la vitesse. Mais ça exaspère complètement notre patron contrôlant, donc qui va finalement préférer prendre la main en se disant ça ira plus vite si c'est moi qui le fais. Et l'impact numéro 4 que vous voyez à l'écran, ils ne savent pas profiter de l'instant présent. Pourquoi? Parce que, je vous le disais, ce sont des gens qui ont un sens de la compétition très poussé, qui sont des travailleurs infatigables, insatiables, et qui repoussent toujours leurs propres limites et qui vont chercher à repousser les limites des autres. Ils sont tout le temps en fait en train de se projeter dans l'avenir en disant voilà, j'ai fait tel résultat, mais je pourrais faire mieux et qu'est-ce que je peux encore pousser plus loin, etc. Ce qui fait qu'ils ont du mal à un moment donné à se poser tout simplement. Voilà, on a eu un beau contrat, on a fini un beau chantier, on a fait une belle saison de production. On pourrait se dire, on prend le temps de se poser, on pourrait prendre le temps de se féliciter, de se congratuler nous-mêmes, de remercier ce client, de tout simplement de se dire, on a bien bossé. Bah, ça, ils ne savent pas le faire. Ils ont du mal à vivre au présent, ils sont toujours déjà focalisés sur l'avenir et sur ce qui pourrait mal se passer dans l'avenir, toutes ces opportunités ou ces occasions de se faire avoir, de se faire trahir. Et donc, ils vont avoir beaucoup de mal à reconnaître les victoires ponctuelles et célébrer les victoires. On sait que c'est un outil très important pour fédérer les équipes et les motiver et les encourager. C'est de temps en temps savoir s'arrêter. Quand je dis s'arrêter, c'est pas s'arrêter longtemps. C'est se mettre en pause quelques minutes. Parfois, ça suffit. Quelques heures, mieux pour célébrer et passer un moment convivial, mais déjà quelques minutes et remercier tout le monde pour leur implication et savoir reconnaître cette victoire. Ben, quand on ne sait pas le faire, ben, on passe à côté des bons moments et finalement le travail n'est qu'une succession de moments pénibles et de moments où voilà, on ne sait même pas pourquoi on bosse parce que finalement on ne sait pas vraiment se dire en quoi c'était important de le réussir et en quoi ça a été remarquable de le réussir. Donc finalement, si on synthétise les quatre impacts de notre personnalité contrôlante. Alors, il y en a d'autres, hein, des impacts sur la vie de tous les jours, et y compris des impacts sur le management, mais je me suis focalisé sur ceux qui vont vous amener à vous épuiser au travail. Alors, n'hésitez pas, hein, s'il y en a qui nous ont rejoints après, à commenter un petit peu si vous êtes reconnu, si vous avez l'impression de vivre ça si vous travaillez, mais finalement, ce sont des gens qui vont faire le travail en doublon. Ce sont des gens, les contrôlants, qui vont démotiver leur équipe, justement, par le fait qu'ils soient trop intrusifs sur le comment et sur le résultat. Ce sont des gens qui vont faire par eux-mêmes, qui ne vont pas laisser de place aux autres, et donc qui ne se posent jamais. Et finalement, quand on cumule tout ça, on travaille en doublon, on démotive l'équipe, on fait nous-mêmes, on ne se pose jamais, ben forcément, le résultat, il est là. C'est le contrôlant qui crée finalement lui-même les conditions dans lesquelles il va être épuisé. Il a créé lui-même les conditions qui font qu'il est fatigué et qui va être amené à en faire toujours plus. C'est vraiment un point clé. C'est vraiment un point clé que je veux que vous compreniez. Si vous êtes reconnu dans cette personnalité des contrôlants, dites-vous bien que c'est pas l'environnement, dites-vous bien que c'est pas votre boss, c'est pas votre manager, c'est pas votre banquier, c'est pas vos clients la vraie cause. La vraie cause, elle est en vous-même. Et si vous prenez conscience de ça, vous avez déjà fait un pas énorme. En vous comportant tel que vous vous comportez, vous avez créé les conditions de votre fatigue. Ça, c'est fondamental. Si vous me suivez toujours, on peut se poser la question, du coup, on fait quoi? Maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on est au mois de juillet, on est fin juillet, vous pourriez avoir une bonne idée géniale qui serait de partir en vacances et vous reposer. Pourquoi pas? Il y en a beaucoup qui vont le faire et ça reste une bonne idée, hein. Je ne vous invite pas à renoncer à vos vacances. Ça reste une bonne idée. La question, c'est est-ce que vous allez vraiment y arriver à débrancher et à vous reposer?
Cette photo-là, moi je l'ai vécu, hein, moi également, quand j'étais responsable d'équipe de production de maintenance et que j'étais en vacances, mais que à l'usine ça tournait, bah, j'étais jamais complètement au repos au niveau du cerveau et j'avais mon petit coup de fil quotidien pour m'assurer que tout marchait, etc. En tout cas, un petit bilan hebdomadaire. Quand on est dans une PME, ça peut être plusieurs appels par jour. Et donc, surtout quand on est une personnalité contrôlante et qu'on maîtrise tout dans l'entreprise, qu'on a laissé peu de place aux autres, peu d'initiative aux autres, le jour où vous n'êtes plus là, il n'y a plus rien qui se passe, hein. Les gens sont tellement habitués à ce que vous décidiez de tout que dès qu'ils vont être face à un aléa, ils vont soit pas avoir l'envie, en tout cas, ou en tout cas ne pas oser en se disant est-ce que je vais prendre la bonne décision, est-ce que je vais pas me faire engueuler si je décide ça. Donc de toute façon, vous avez tellement instauré cette règle que c'est vous qui devez décider, il n'y a que vous qui savez juger si c'était la bonne ou la mauvaise décision, que les gens vont surtout rien décider sans vous. Et donc, voilà, une fois encore, vous avez créé les conditions pour qu'on vous dérange et qu'on vous appelle et qu'on vous remette la tête dans le boulot, même au bord de la piscine. Et la deuxième chose fondamentale, la première question, c'est est-ce que vous allez vraiment réussir à décrocher? La deuxième chose fondamentale, c'est qu'est-ce qui va se passer à votre retour? Si votre fatigue n'est pas liée à un petit coup de bourre ponctuel, mais si c'est lié à votre façon permanente de travailler et de manager votre entreprise, alors, dès que vous allez redescendre de l'avion ou du train et retrouver le chemin de votre bureau, il va se repasser la même chose. Il ne faut pas penser que parce que vous serez reposé 3 ou 4 semaines, vous aurez changé votre environnement de travail et les modes de fonctionnement de votre lieu de travail. Donc, assez rapidement, au bout de quelques jours, vous allez, je ne veux pas vous décevoir, hein, mais tant qu'on ne traîne pas le mal à la source, vous allez à nouveau retrouver les conditions qui font que vous allez vous épuiser au travail. Et donc, ces vacances n'auront fait que repousser un petit peu plus l'échéance, mais n'auront pas fondamentalement résolu les causes racines. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, docteur? Moi, ce que je vous propose, déjà, prendre conscience de votre mode de fonctionnement. Je vous ai exposé quelques traits de caractère des contrôlants. Et aujourd'hui, on a abordé cette personnalité contrôlante. C'est pas la seule, hein, c'est pas les seuls types de personnalités qui peuvent s'épuiser au travail, mais aujourd'hui, on a compris ce profil-là. Et je vous invite à vous poser la question si vous êtes reconnu dans cette description. Est-ce que vous avez identifié d'où ça vient? Quelles sont les situations dans votre éducation, dans votre enfance qui ont pu créer ces conditions-là? Et qu'est-ce qui vous pousse surtout à agir encore comme ça? Parce que dans votre apprentissage d'enfant, que vous ayez choisi ce mode de comportement en réaction à une situation que vous ne maîtrisiez pas, ça s'explique complètement et c'est complètement naturel. Que ce soit un mode de fonctionnement qui vous protégez étant petit, c'est parfaitement naturel. Qu'est-ce qui fait qu'à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, vous fonctionniez encore pareil? Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui vous met dans cet état-là? Quelles sont les personnes dans votre entourage professionnel, dans votre équipe, dans vos confrères, dans vos interlocuteurs, vos fournisseurs, vos clients, qui vous amènent à réagir comme vous réagissiez il y a 30 ou 40 ans? Qu'est-ce qui fait que vous fonctionnez encore comme ça? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas confiance dans les gens qui vous entourent? C'est pas parce que vous avez été trahi une fois il y a 20 ans que vous allez l'être demain matin. Donc, posez-vous la question, quels sont les déclencheurs, quels sont les signes qui vous laisseraient entendre que votre comportement est encore nécessaire? Une fois que vous avez fait ça, je voudrais que vous preniez conscience avec les 4 impacts qu'on vient de voir, prendre conscience de comment ça touche votre équipe et comment ça touche votre propre énergie et votre propre fatigue. Et puis vous inviter donc, une fois que vous avez fait ces 2 étapes-là, à essayer de vous débarrasser de vos peurs, de vos croyances, de vos craintes. C'est pas parce qu'une fois dans la vie, je me suis fait avoir que toute ma vie, je dois passer mon temps à me méfier de tout le monde. Qu'est-ce qu'on s'embête avec tout ça? Qu'est-ce qu'on se pourrit la vie avec ça? Et on passe à côté de toutes les opportunités ou des 99,9% de chances que ça se passe bien en étant focalisé sur le 0,1% de chances que potentiellement ça puisse mal se passer. J'ai envie de vous dire, reconnectez-vous à vous-même. Quel était le petit garçon ou la petite fille avant que vous ayez adopté ces comportements et cette personnalité? Essayez de vous retrouver vous-même et d'agir comme votre intuition vous invite à le faire et non pas comme on vous a appris à réagir. En tout cas, pas comment les événements de la vie vous ont appris à réagir. Et alors, pour faire ce travail-là, j'ai envie de dire, essayez de mettre en œuvre des choses très simples. Retrouvez la confiance de votre équipe et réciproquement. Ayez confiance dans vos gars, ils auront confiance en vous, ils auront confiance en eux surtout, ils vont reprendre de l'autonomie. Donc, libérer la puissance de votre équipe, ça passe par cette notion de confiance. Commencez par taire vos doutes.
Je ne vous demande pas de les oublier parce que vous allez mettre un certain temps à les oublier. En tout cas, commencez par les taire. Lorsque face à une situation où vous dites tiens, ce mec-là dans mon équipe, il va peut-être pas réussir ce qu'il a entrepris, plutôt que de choisir tout de suite le scénario noir, le scénario où il va échouer, essayez de vous mettre plutôt du côté du scénario positif en vous disant il a peut-être aussi des chances de réussir, je vais miser là-dessus, je vais lui laisser l'opportunité de réussir et je vais me forcer de croire en sa réussite potentielle. Ça, c'est le premier point. Si vous, à un moment donné, face à une situation où vous vous mettez en colère, essayez de l'évacuer ailleurs qu'en exprimant directement à votre collaborateur ou votre confrère. Essayez d'aller marcher, aller respirer, faites autre chose, allez dans l'atelier, prenez la voiture, allez manger, allez boire un coup, allez vous détendre. Euh, en tout cas, essayez de ne pas engueuler la personne qui est face à vous, première chose. Essayez de taire dans ces cas-là vos critiques et vos remarques. A contrario, essayez d'identifier tout ce qui est bien fait. Lorsque je vous disais, la personne que j'accompagnais l'an dernier, là, qui était hyper contrôlante, voyait toujours ce qui était mal fait. Mais ça ne veut pas dire que les personnes travaillaient mal autour d'elle, hein. Ça veut dire que 90% de ce qu'elle faisait était très bien, sauf que volontairement, ils l'occultaient, ils ne le voyaient pas, ils se focalisaient que sur ce qui n'avait pas marché ou sur ce qui était perfectible. Donc, à l'inverse, pratiquer la reconnaissance, valoriser ce qui a bien marché. Si 90% du boulot a bien été fait, dites-le. Ça va faire plaisir aux gens qui vont l'entendre, ça va leur redonner confiance sur le fait qu'ils sont capables de tenir leur poste et de produire des choses de bonne qualité et essayer de les emmener vers du progrès là où ils ont encore besoin de s'améliorer, plutôt que de se focaliser sur des choses négatives. Essayez de célébrer les victoires lorsque vous avez vendu une belle affaire, fait une belle commande, livré un beau chantier, réalisé une belle prestation avec votre équipe. Essayez de célébrer l'instant, de les impliquer dans ce moment festif pour leur donner envie d'en faire d'autres et pour reconnaître ces bons résultats ponctuels. Et puis, dernière chose, abandonner un peu cette posture de Superman, Superwoman, super confiant, je performe toujours, je suis parfait, je contrôle tout, je maîtrise tout, faites-moi confiance. Vous avez le droit aussi à l'erreur, vous avez le droit d'avouer vos lacunes et vos limites. Vous avez le droit de dire, je suis fatigué, là je ne sais pas faire, je ne sais pas me servir de ce truc-là, je ne sais pas comment dépatouiller cette situation. Osez l'avouer, ce sera de donner l'opportunité à votre équipe de vous aider. Si vous êtes toujours dans l'exigence, dans l'insatisfaction, ils n'auront jamais envie de vous aider. Si votre équipe sent que vous avez besoin d'aide parce que vous êtes fatigué, parce que vous ne savez pas faire, parce que ça va être génial, ils vont venir à votre secours, ils auront envie de vous montrer qu'ils sont capables et qu'ils sont aussi sensibles à votre mal-être, à votre fatigue et qu'ils sont capables d'être là, d'être présents pour vous aider, pour vous supporter dans ce moment un peu compliqué. Et ça, il faut savoir recevoir de l'aide, savoir dire merci et savoir l'accepter. C'est pas un aveu de faiblesse. Souvent, hein, les contrôlants, les hyper perfectionnistes, les hyper rigides, les hyper performants vont se dire c'est un aveu de faiblesse que de dire je ne sais pas faire ou je suis fatigué. Alors qu'en fait, c'est une grande preuve de force que de savoir le reconnaître aux yeux du monde, de savoir l'avouer sans en avoir peur et en l'assumant et en acceptant l'aide qu'on va vous offrir en retour. Alors, dites-moi, vous, en tant que manager, en tant que chef d'entreprise, quel que soit votre poste, quelle que soit votre situation, avez-vous déjà ressenti combien vous coûte le stress, la fatigue, l'exigence permanente, la fatigue récurrente, hein, je parle bien de celle que vous affrontez toute l'année. Est-ce que vous avez déjà ressenti tout le poids qui porte sur vos épaules, toutes les responsabilités que vous portez sur vos épaules toute l'année? Est-ce que vous auriez envie de plus d'autonomie dans votre équipe? Est-ce que vous auriez envie de plus de prise d'initiative, de plus d'engagement, de plus d'enthousiasme de la part des personnes autour de vous? Oui, si vous m'avez répondu oui, 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 c'est que vous êtes prêt à avancer. La proposition que je vous fais, c'est tout simplement d'en parler avec moi. Je vous propose de prendre rendez-vous pour un entretien de 30 minutes, un entretien stratégique, 30 minutes offertes. Vous avez Alban qui vient de mettre dans le chat le lien pour prendre ce rendez-vous. Il y aura quelques rendez-vous offerts pendant 3 jours. Donc, saisissez l'instant maintenant, ne laissez pas passer
le lien trop longtemps. Prenez votre place. On va parler. Vous allez me dire quelle est votre situation, qu'est-ce qui vous peine, qu'est-ce qui vous freine aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui consomme votre énergie, qu'est-ce qui fait que vous êtes fatigué, qu'est-ce qui vous met mal à l'aise, quelles sont les situations qui vont consommer tout votre enthousiasme et votre capacité d'analyse. On va faire le point sur votre situation et vous allez pouvoir me dire aussi quel manager vous voudriez être. Parce qu'il ne suffit pas de dire je ne veux plus ceci, je ne veux plus de fatigue, je ne veux plus de stress, je ne veux plus d'épuisement, je veux changer les choses. Vous voulez être quoi? Vous voulez être un manager serein, un manager énergique, un manager qui sait s'entourer, qui sait remotiver son équipe. Sur quoi vous voulez avancer? Alors moi, je vais vous poser la question. Dans quel camp êtes-vous? Êtes-vous de ceux qui vont rester les deux pieds cloués au sol, qui vont surtout ne rien changer, de ceux qui vont partir en vacances dès vendredi et qui vont penser qu'une fois avoir pris 3 semaines de repos au bord de la piscine, tout ira bien à la rentrée? Moi, je vous dis non. Est-ce que vous êtes de ceux qui vont rester dans les mêmes routines, retrouver les mêmes personnes avec les mêmes fonctionnements et la même attitude et la même énergie dès la rentrée du mois de septembre? Ou est-ce que vous êtes dans le camp de ceux qui avancent et de ceux qui savent changer les choses? J'espère vous avoir convaincu. Si vous avez envie de sortir de ces schémas réflexes, je dis schéma réflexe, on pourrait dire vos traits de personnalité, ce qui fait que vous réagissez toujours de la même manière dans les mêmes situations, que ça fait 20 ans, 30 ans ou 40 ans que vous réagissez de la même manière au boulot, à la maison, face à ces situations un peu de trahison. Est-ce que vous avez envie de retrouver de la confiance dans votre équipe? Est-ce que vous avez envie d'avoir confiance dans votre équipe? Parce que ce n'est pas votre équipe qui va faire le premier pas et qui va d'un seul coup faire en sorte que vous aurez confiance en eux. C'est vous qui allez créer les conditions pour retrouver la confiance en eux. Et la conséquence, c'est que eux retrouveront confiance en eux également. Ils prendront plus d'autonomie, plus d'espace, plus d'initiative. Est-ce que vous avez envie d'être un manager serein? C'est la question ultime. Si oui, cliquez sur le lien en commentaire. Vous l'avez sur tous les réseaux. Prenez un rendez-vous. C'est offert. 30 minutes. On se pose. On parle, pardon. Et ma promesse, c'est de faire de vous un manager serein. Alors, n'hésitez pas à interagir, encore poser vos questions si vous voulez revenir sur un point pendant les quelques secondes qui nous restent encore à passer ensemble. Ça fait déjà 43 minutes qu'on est là. J'ai tenu mon timing. Donc, si vous avez un point sur lequel vous voulez revenir, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Ça reste des petites discussions entre nous. N'hésitez pas à cliquer sur le lien. Je vais même vous dire cliquez sur le lien maintenant. Prenez les places qui sont disponibles pour cette fin de semaine. Ça ne vous engage à rien. Ça vous permet de mettre les choses à plat, de vider votre sac, de partager avec moi votre situation et d'entrevoir des pistes pour en sortir et pour retrouver les conditions pour être un manager épanoui, serein, un chef d'entreprise qui regarde l'avenir avec enthousiasme et qui va savoir souffler, retrouver du temps pour lui, retrouver du temps pour sa famille, pour ses loisirs, pour le sport. En tout cas, kiffer la life. Écoutez, je ne vois pas de questions arriver dans le chat à ce stade. Si vous regardez en replay, vous pourrez néanmoins les poser et donner votre avis et partager votre opinion. N'hésitez pas à le faire. Je vous remercie pour votre attention aujourd'hui. Je vous souhaite de bonnes vacances pour récupérer de votre fatigue du mois ou de l'année. Je vous invite à nous contacter pour partager vos ressentis et vos questionnements. Je vous souhaite du bon repos et je vous retrouve à la rentrée pour nos lives et nos webinaires hebdo. Merci à tous, à très bientôt. Ciao, ciao.